Chapitre 1. Le miroir de la galerie des célibataires. La maison de campagne. Langridge, connu sous le nom de manoir du solstice, était parfaitement isolé de l'agitation de Londres. Situé sur les hautes falaises du Devon, entre des jardins à la française et des bois enveloppés de brume, il semblait conçu pour contenir des secrets. C'était l'endroit idéal pour ce que Lady Eugenia Langridge appelait, avec un sourire froid, une semaine de conversation civilisée entre gentlemen de quelque distinction. C'était un après-midi d'octobre humide et silencieux lorsque les premiers invités arrivèrent. Le colonel Archibald Worthing, retraité de l'armée mais toujours imprégné de son aura martiale, fut escorté jusqu'à la galerie principale par Butler Griggs. Il était suivi par le jeune artiste Basil Fleet, aussi nerveux que sa moustache encore à définir, et le charmant docteur Lucien Mott, dont le sourire facile cachait peut-être une compréhension moins superficielle de l'esprit humain. Lady Eugénie avait réuni un cercle exclusivement masculin, sous le prétexte d'une vente aux enchères d'art privé. Cependant, les rumeurs étaient différentes. On dit que son neveu, Anthony Langridge, est revenu d'Argentine non seulement riche, mais aussi avec des ennemis. Et, de plus, que la vieille dame avait changé son testament quelques jours auparavant. Parmi les invités, tous n'étaient pas des amis. La soirée s'est déroulée avec du vin rouge, des cigarettes égyptiennes et un malaise croissant. À 11 heures précises, le fracas d'un verre brisé interrompit la conversation dans le fumoir. Un cri déchirant, manifestement désespéré, s'éleva de la galerie. Les hommes ont couru. À leur arrivée, ils ont trouvé Anthony Langridge effondré sur le sol, avec une blessure à la tête. À côté de lui, l'énorme miroir en pied qui dominait la galerie était brisé. Les éclats reflétaient des fragments déformés du visage pâle de la victime. Mais le plus étrange, c'est ce qu'ils n'ont pas vu. Il n'y avait aucun signe de lutte, aucune arme en vue. La fenêtre était fermée de l'intérieur. La seule entrée aussi. Lady Eugenia n'a pas crié. Il regarda le corps de son neveu avec une froideur qui glaça le sang des personnes présentes. Puis il se tourna vers le majordome et dit simplement « Appelez Hercule Poirot ». 3 jours plus tard, le célèbre détective belge arrivait à Manoir du Solstice, impeccablement habillé malgré la boue sur la route. Il portait un manteau gris clair, sans un seul pli, et sa canne brillait comme si elle n'avait jamais touché le sol. Il fut reçu par Dame Eugénie dans la serre, où il cultiva des orchidées avec le même dévouement qu'il apportait aux scandales familiaux. « Monsieur Poirot ?» dit-elle sans préambule. « Je crains que la police locale ne soit trop crédule. Ils disent que c'était un accident, que mon neveu s'est cogné la tête en trébuchant. Mais je ne crois pas aux accidents, ni aux faux pas mortels devant un miroir brisé. » Poirot inclina légèrement la tête. « Un miroir, madame, c'est intéressant. Elle reflète toujours la vérité, mais elle peut aussi cacher l'essentiel. » « Où est le corps ? » ?»« Dans la chambre froide au sous-sol. Une autopsie a été pratiquée. C'était un coup franc, juste derrière l'oreille gauche. Très précis. » Poirot fronça les sourcils. « Et les invités ? Ils sont toujours là. J'ai décidé de retarder son départ. Pour éviter, disons, que les vérités ne s'échappent par la grande porte. » Poirot hocha la tête, satisfait. « Alors nous allons commencer par les petites cellules grises. Avec votre permission,
J'aimerais voir la scène du crime. Dans la galerie, Poirot marchait lentement, ses yeux scrutant chaque recoin. Le cadre du miroir était toujours contre le mur, vide. Le sol avait été nettoyé, mais pas parfaitement. Il restait une fine ligne de poussière, perturbée par des empreintes de pas, visibles seulement sous un certain angle. Mademoiselle, le miroir était-il ancré? Fermement, répondit Griggs, le majordome. Il ne pouvait pas tomber tout seul. Poirot plissa les yeux. Puis quelqu'un l'a fait tomber. Et à ce moment-là, M. Langridge est mort. Tu veux dire qu'ils ont utilisé le miroir comme une arme? Poirot secoua légèrement la tête. Non, 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 ce serait trop grossier. Le miroir est le symbole, pas l'instrument. Il se pencha et ramassa un petit éclat de verre. Cela n'a pas sa place dans le miroir. C'est autre chose, quelque chose de courbé. Un monocle, peut-être? Griggs haussa les épaules. Poirot mit le verre dans son mouchoir et se tourna vers la porte. Je dois parler à tous les invités. Dans l'ordre, calmement. Et, si possible, il s'arrêta, regardant à nouveau le cadre vide. Que personne ne touche aux fragments restants. Les réflexions, monsieur Griggs, capturent parfois ce que les yeux ignorent. Cette nuit-là, alors que le brouillard s'épaississait sur les falaises, Poirot s'enferma dans sa chambre, avec un plan de la maison, les déclarations préliminaires et le fragment de verre. Son regard tomba sur une vieille photo d'Anthony Langridge accrochée dans la bibliothèque. Dans celui-ci, Anthony souriait. Il portait un monocle. Poirot ferma les yeux. Un doux murmure s'échappa de ses lèvres. Le miroir ne reflétait pas Anthony. Cela en reflétait un autre. Chapitre 2. Ombre sur les visages. Le lendemain matin, Hercule Poirot prit son petit déjeuner seul dans la salle à manger Est. Sa tasse de café noir était exactement centrée sur la soucoupe et les petits pains étaient coupés en 2 moitiés parfaites. Tandis qu'il étalait le beurre avec une précision mathématique, son regard était absent, comme si chaque mouvement était mécanique et son esprit était à des kilomètres, ou plutôt à quelques mètres, dans la galerie où Anthony Langridge était mort sans explication logique. Lady Eugénie entra vêtue d'un deuil impeccable, son voile noir voilant à peine le défi dans son regard. « Monsieur Poirot, je suis préoccupé par la lenteur de cette enquête, dit-il froidement. Mon neveu est mort, les invités sont piégés, et la presse murmure déjà des scandales familiaux. Poirot haussa un sourcil. Madame, si vous voulez de la rapidité, vous devez consulter le boucher. Si vous voulez la justice, vous devez faire confiance à la mijoteuse. De la vérité, elle n'a pas répondu. Mais il n'a pas répondu non plus. Il savait que cet homme ridiculement méticuleux était son meilleur espoir. À 10 heures précises, Poirot convoqua les invités dans la salle de musique. L'espace était élégant, décoré d'instruments dont, selon le majordome Griggs, personne n'avait joué depuis des décennies. Malgré tout, l'atmosphère avait une harmonie dense, presque théâtrale. Poirot se tenait devant eux comme un chef d'orchestre devant une symphonie sans partition. « Messieurs, je vous demande patience. Je vais poser des questions, et je ne veux pas insulter votre intelligence, mais les mensonges sont souvent cachés dans les détails les plus simples. » Le premier à être interrogé fut le colonel Archibald Worthing, debout, le dos droit et les mains derrière la taille, il semblait toujours attendre les ordres d'un général invisible. « Où étiez-vous la nuit de l'incident »
dans le fumoir, avec le jeune Basil et le docteur Mott. Sont-ils restés ensemble tout le temps? Le colonel hésita. Mott est sorti quelques minutes. Il a dit qu'il allait acheter plus de cognac. Poirot hocha la tête sans prendre de notes. « Et vous, colonel, connaissiez-vous bien M. Langridge ?»« Assez. C'était un jeune homme ambitieux. Il se déplaçait parmi les ombres plutôt que parmi les soldats. »« Une ombre, dis-tu » ? Métaphore, monsieur Poirot. Bien que dans cette maison, on commence à douter. Poirot le congédia avec une légère révérence. Basil Fleet, l'artiste, était le suivant. Il semblait plus nerveux que la nuit précédente, et son regard ne pouvait soutenir celui du détective. « Quand avez-vous vu Anthony Langridge vivant pour la dernière fois ?» Quelques minutes avant le cri. J'admirais le miroir, c'est-à-dire le cadre. Je suis fasciné par les cadres anciens. Et qu'as-tu vu à ce moment-là? Rien d'inhabituel? Juste mon reflet? Bien que... Il hésita. Je crois avoir vu Anthony marcher dans le couloir derrière moi. Et tu l'as suivi? Non. J'avais un verre à la main et j'étais... Eh bien, je regardais un croquis dans mon carnet. Poirot sourit doucement. Les artistes voient ce que les autres ne voient pas, parfois, même ce qui n'existe pas. Puis ce fut le tour du docteur Mott. Il s'est assis, détendu, croisant les jambes, comme s'il était dans son bureau. Poirot, je vais vous dire ce que je dirais à n'importe quel policier de campagne. C'était une chute malheureuse. L'angle du cou indique une perte d'équilibre. Avez-vous pratiqué l'autopsie? Non, mais j'y ai assisté. Mon avis est médical, et aussi logique, et psychologiquement. Je n'oserais pas rivaliser avec vous, monsieur Poirot, mais je connais les hommes comme je connais mes scalpels. Si vous les poussez, ils saignent. Poirot se pencha légèrement en arrière sur sa chaise. Et qui a poussé Anthony Langridge? Métaphoriquement parlant. Le docteur sourit avec une expression ambiguë. Peut-être tout le monde. Il était riche, arrogant, et promettait des choses qu'il n'avait pas l'intention de tenir. Dans cette maison, beaucoup ont des raisons de vouloir sa mort. Poirot ne répondit pas. Il ferma les yeux un instant. Puis il a demandé à voir la chambre d'Anthony. C'était un séjour sobre, sans excès. Cependant, Poirot se dirigea vers le bureau, souleva le couvercle d'une boîte à cigares et en sortit une bague. Or, avec une pierre bleue. Cela ne correspondait pas au style du défunt. Griggs, appela-t-il doucement. Reconnais-tu cela? Le majordome fronça les sourcils. Non, monsieur, mais je peux vous assurer que cela ne fait pas partie de la collection de monsieur Langridge. Poirot le retourna entre ses doigts, puis le glissa dans le mouchoir où il gardait l'éclat de verre. Éclat de verre, une bague qui n'appartient pas, un miroir qui tombe, une mort qui n'a aucun sens. Dans la fenêtre, son reflet semblait le regarder depuis un autre monde. Parfois, le tueur n'entre pas. Il était juste déjà là. Chapitre 3. Le mensonge. Dans le portrait. Hercule Poirot marchait lentement dans le couloir principal de Manoir du Solstice, ses chaussures tapotant doucement sur le sol en marbre poli. Il tenait la bague qu'il avait trouvée dans la boîte à cigares, la regardant dans la lumière changeante du matin. Ce n'était pas seulement une décoration, c'était un symbole d'appartenance, ou peut-être de trahison.
En arrivant à la bibliothèque, Poirot s'arrêta devant le portrait d'Anthony Langridge, le même qu'il avait regardé la veille, au soir. Sur cette photo, le jeune héritier pose avec une expression de confiance excessive, presque provocante, une main posée sur le dossier d'un fauteuil en velours rouge. « Mystérieux », murmura Poirot. « Une image est censée capturer l'âme d'un homme, et pourtant, parfois, elle en révèle davantage sur la personne qui l'a peinte. » Derrière lui, les pas d'Arthur Griggs se rapprochaient avec la précision d'un métronome. « Vous voulez autre chose, monsieur Poirot ?»« Oui, monsieur Griggs. Dites-moi, qui a peint ce portrait ?»« C'était Basil Fleet. Monsieur Langridge l'a commandé à son retour de Buenos Aires il y a environ 3 mois. Ils étaient en bons termes à l'époque. » Poirot se retourna lentement sur ses talons, croisant ses mains sur son abdomen. Et maintenant, Griggs hésita. Monsieur Fleet semblait contrarié ces derniers temps. Il se plaignait discrètement que son travail ne serait pas payé. Et il a mentionné qu'Anthony l'accusait d'avoir falsifié certains croquis. Poirot hocha la tête, comme pour confirmer une formule mathématique. « Merci, Griggs, c'est tout pour le moment. » Le jeune Basil Fleet se tenait dans la serre, entouré de plantes exotiques qui semblaient plus à l'aise que lui. Voyant Poirot s'approcher, sa nervosité se traduisit par des mouvements brusques. Elle faillit renverser un vase. « Monsieur Poirot, je n'ai rien à cacher, je le jure. » « Ah, monsieur, ce sont les innocents qui jurent le plus. Je veux juste parler d'art. » Basilic avala. Poirot lui a montré la bague. « Vous le reconnaissez ?»« Non, non, je ne l'ai jamais vu auparavant. » Poirot n'insista pas. Au lieu de cela, il sortit une loupe de sa poche et la tint devant le portrait d'Anthony Langridge sur une estampe qu'il avait apportée avec lui. Son doigt pointait un endroit précis, la main du sujet. À l'annulaire, discrètement, il y avait une bague identique. C'est curieux, n'est-ce pas? Dans la vraie vie, elle ne portait pas ça, mais dans le portrait, elle le faisait. Parce que Basil hésita. Anthony m'a demandé de l'ajouter. Il a dit que c'était un symbole, que la bague avait une histoire. Il n'a jamais expliqué lequel. Poirot le regardait en silence. « Et toi, saviez-vous à qui il appartenait ?»« Non, je l'ai juste dessiné. » Poirot le regarda encore un instant. Puis il parla d'un ton neutre. Un tableau peut mentir, mais il révèle toujours l'intention de son auteur. Peu de temps après, Poirot demanda à parler en privé avec Lady Eugénie. Il la trouva dans son salon privé, en train de feuilleter un mémoire de famille relié en cuir. L'air sentait la lavande et le temps figé. « Madame, vous souvenez-vous de cette bague ?» Elle le prit avec élégance, l'examina sans surprise et le rendit sans hésitation. C'était celui de Lionel Ashcombe, mon premier mari. Il est décédé il y a plus de 30 ans. Poirot fronça les sourcils. Et comment s'est-il retrouvé dans la boîte à cigares de ton neveu? Anthony avait l'habitude de fouiller dans les vieilles malles. Il avait la mauvaise habitude de revenir sur le passé comme s'il lui appartenait. Aviez-vous de l'affection pour Lionel? Non. Je le méprisais. Il a dit qu'il était un homme faible, manipulé par cette famille. Mais il a également déclaré que sa bague, lui, avait ouvert des portes. J'ai supposé qu'il parlait au sens figuré. Poirot marqua une pause. Son ton changea subtilement. Y a-t-il des portes dans cette maison qui ne devraient pas être ouvertes?
Lady Eugénia ferma le livre avec un grand fracas. Dans cette maison, Monsieur Poirot, tout le monde garde des clés. Ce qu'ils en font dépend de leur peur de ce qui se cache derrière le trou de la serrure. Plus tard, dans sa chambre, Poirot disposa sur une table les objets rassemblés jusqu'alors. Le fragment de verre n'appartenant pas au miroir, la bague de Lionel Ashcombe et une copie imprimée du portrait. Il était assis en tailleur, les doigts joints devant son visage. Les pièces ne s'assemblaient pas encore, et pourtant, une mélodie commençait à émerger sous la cacophonie. Il y avait quelque chose de curieux dans les reflets. Ils mentaient en fonction de la position de l'observateur. Ce que l'on voyait dans le miroir n'était pas la même chose que ce que les autres percevaient de côté. Et puis, une image est apparue clairement. Le monocle sur la photo, le miroir brisé. La bague est sur le tableau, pas sur le corps. La scène était théâtrale, oui, mais pas improvisée. Poirot murmura. Si le portrait ment, alors la mort était prédite. Et peut-être que ce n'était pas un crime de rage, mais une répétition générale. Chapitre 4. La deuxième réflexion. Cette nuit-là, le brouillard nous enveloppait à nouveau. Manoir du solstice, comme une feuille de secret. De sa fenêtre, Poirot regardait les arbres disparaître dans des ombres mouvantes, comme si la nature elle-même refusait d'offrir des témoins. Il ferma le rideau d'un geste précis et se dirigea vers le bureau. Il alluma une lampe à huile qui projeta une douce lumière sur la bague, le fragment de verre et la copie du portrait, alignés comme des pièces sur un échiquier. Le portrait, un mensonge soigneusement peint, une bague sans propriétaire actuel, une réflexion qui n'était pas celle d'Anthony Langridge. Il y avait là autre chose, quelque chose qui échappait encore à sa compréhension. Ainsi, le lendemain, Poirot demanda à Griggs de l'emmener dans l'aile nord, où était entreposé le reste du mobilier d'art et les œuvres rejetées de la collection Langridge. « Ah, monsieur !» dit Griggs en ouvrant la porte d'une pièce calme et humide. « Ce sont les objets que M. Anthony considérait comme trop sentimentaux pour être exposés. » Poirot marchait parmi des statues recouvertes de draps et de toiles à l'envers. Son regard tomba sur un miroir ancien plus petit, avec un cadre ovale et une fissure diagonale, comme une cicatrice mal cicatrisée. Il l'a pointé du doigt. Cela faisait-il partie de la galerie? Oui, monsieur. Il a été supprimé il y a quelques mois. Monsieur Langridge a déclaré que cela ne reflétait pas ce que cela aurait dû être. Personnellement, je n'ai jamais compris cette phrase. Poirot se pencha vers la vitre. Son reflet était déformé par la fissure, comme si son propre visage portait une grimace tordue. Il toucha délicatement le cadre. Et qui l'a déplacé? Le jeune Basile, si je me souviens bien. C'est lui qui a aidé à accrocher le nouveau miroir. Poirot se redressa lentement. Une étincelle dansait dans ses yeux. Merci, Griggs. C'était tout ce dont j'avais besoin. Quelques heures plus tard, Poirot rencontra à nouveau le docteur Mott. Cette fois, le ton était plus informel. Ils traversèrent tous deux le jardin, un chemin de gravier blanc qui craquait sous les pieds. « Docteur, vous avez dit que la blessure à la tête de M. Langridge était précise.
Quel genre de coup peut provoquer quelque chose comme ça, sans laisser de traces de larmes? Mott se caressa le menton, pensivement. Un objet dur et cylindrique. Métal, ouvert. Pas trop lourd, mais dirigé avec force. Comme une canne, ou même un monocle, peut-être? Le docteur haussa les sourcils. Peu probable, mais pas impossible. Un avec une monture lourde, peut-être. Pourquoi demandez-vous? Poirot ne répondit pas directement. Connaissiez-vous Lionel Ashcombe? Juste à cause de l'histoire familiale. Pourquoi en parles-tu maintenant? Parce que la bague trouvée dans la boîte à cigares lui appartenait. Et le portrait d'Anthony le montre en train de le porter, même s'il ne l'a jamais utilisé. C'est comme si quelqu'un voulait insérer un symbole dans le récit de sa mort. Mott regarda l'horizon en méditant. « Tu penses que c'était un piège ?» Poirot s'arrêta. « Mon ami, c'était une pièce de théâtre. Répétée. Encadrée. Et quelqu'un a choisi un miroir comme scène. » Ce soir-là, Poirot convoqua toutes les personnes présentes à la bibliothèque. Dame Eugénie, impassible dans son fauteuil. Basil Fleet, pâle, et un carnet sous le bras. Le colonel Worthing, son expression se durcit. Dr Mott, curieux mais alerte. Et Griggs, debout comme un autre meuble, bien que les yeux fixés sur Poirot. « Mes amis, commença Poirot, la mort d'Anthony Langridge n'était pas un accident. Elle n'était pas impulsive non plus. C'était une exécution symbolique. » Des murmures commencèrent, mais Poirot leva la main. Le miroir de la galerie n'est pas tombé par hasard. Il a été remplacé quelques semaines auparavant. Parce que le tueur avait besoin d'un réflexe particulier. Un qui ne montrerait pas la victime, mais lui-même, sans le savoir. « Que veux-tu dire ?» demanda Lady Eugénia, d'une voix tendue. « Que le tueur a été vu, réfléchi, dans un acte imprévu. Peut-être qu'Anthony l'a remarqué, peut-être qu'il a menacé de parler, et puis quelqu'un a agi. » Poirot se tourna vers Basil. « Monsieur Fleet, vous avez peint une bague qui n'existait pas. » Parce que le jeune homme déglutit. « Anthony me l'a demandé. Il a dit qu'il voulait l'inclure comme symbole de pouvoir. Il a juré qu'il me paierait si je le faisais. » Poirot s'approcha. « Saviez-vous que cette bague appartenait à Lionel Ashcombe? » « Non, je n'en avais aucune idée. » Poirot regarda tout le monde, et pourtant, cette bague est apparue sur la scène du crime, un détail qui était censé rester caché et qui brûle maintenant comme une torche dans l'obscurité. Il y eut un épais silence. Poirot la laissait mûrir. Puis, d'une voix grave, il conclut. « Quelqu'un ici en savait plus sur cette bague. Et aussi plus sur ce qui s'est passé devant le miroir. » Ses yeux scrutèrent les visages tendus, un par un. Puis, il se tourna élégamment et dit « La vérité est très proche. Demain, nous le dévoilerons. » Chapitre 5. Le jeu des portes closes. Le lendemain matin, la tension dans Manoir du Solstice. C'était aussi palpable que l'humidité emprisonnée entre ces vieux murs. Le petit déjeuner a été servi dans un silence complet. Personne n'a essayé le petit pain à l'orange amère, et le café est resté froid dans les tasses intactes. Les suspects ne ressemblaient ni plus à des invités élégants, mais plutôt à des pièces captives sur un échiquier qu'ils ne comprenaient pas entièrement. Seul Poirot se déplaçait avec un calme absolu, coupant son œuf à la coque
avec une précision presque chirurgicale. Lorsque l'horloge sonna 11 heures, il demanda à Griggs de l'accompagner pour inspecter les entrées de la maison. « Je veux tester une hypothèse, monsieur Griggs. Quelque chose à propos du mouvement dans cette maison, des portes qui s'ouvrent et de celles qui ne s'ouvrent pas. » Le majordome le guida avec le professionnalisme britannique. La maison, avec ses couloirs sinueux, révélait lentement ses secrets. Certaines portes grinçaient, d'autres étaient scellées avec une clé. Mais une porte en particulier a retenu l'attention de Poirot. Une porte étroite, cachée entre la galerie principale et la salle de musique. Est-ce que cela mène à... Un escalier de service, monsieur. Très peu de gens l'utilisent. Il est conçu pour le personnel. Et c'était fermé la nuit du crime? Là, Griggs fronça les sourcils. Je ne sais pas avec certitude. Cela aurait pu être le cas. Ou non. Poirot se pencha et examina la serrure et la poignée. Puis il leva le visage. Cette porte permet à quelqu'un d'entrer dans la galerie sans être vu depuis le couloir principal. Ou sort. Oui, je suppose que oui, répondit Griggs, mal à l'aise. Poirot hocha lentement la tête. Une maison avec des secrets nécessite des portes avec une mémoire. Et celui-ci a beaucoup de choses à retenir. Peu de temps après, Poirot demanda une nouvelle réunion avec les invités. Cette fois, ce n'est pas dans la bibliothèque, mais dans la galerie elle-même qu'Anthony Langridge est décédé. Les éclats du miroir brisé étaient toujours là, enfermés derrière une corde de velours rouge que Poirot avait demandé de ne pas déplacer. Lorsque tout le monde fut présent, Poirot prit la parole. Aujourd'hui, je veux que nous écoutions, non pas ce que disent nos lèvres, mais ce que nos actions nient. Commençons par une question simple. Qui savait qu'Anthony Langridge utilisait le portrait pour envoyer un message? Message? Répéta Basil, confus. Oui, monsieur. Parce que c'est ce qu'était le portrait? Un manifeste visuel. La bague, le monocle, la posture, autant d'éléments soigneusement placés pour représenter quelque chose. Mais quoi? Poirot se tourna vers le docteur Mott. « Docteur, vous avez eu affaire à des esprits complexes. Dites-moi, quel serait le but d'insérer des symboles secrets dans un portrait ?» Mott entrelaça ses doigts. Peu, ou avertissement. Peut-être une confession secrète. Poirot sourit doucement. Exact. Anthony Langridge n'était pas un homme sentimental, mais il calculait. Je soupçonne qu'il avait découvert quelque chose qui l'a forcé à laisser un message, non pas par peur de mourir, mais parce qu'il était surveillé. Tout le monde resta silencieux. Poirot continua. Et il l'a découvert ici, dans cette galerie. Peut-être pas le crime, mais le criminel. Parce qu'il a vu un reflet, pas le tien, mais celui de quelqu'un d'autre. Le miroir, rappelez-vous, était positionné de manière à capturer le couloir latéral. De là, on pouvait voir quiconque entrer par la porte de service. Dame Eugénie, qui jusque-là avait gardé une posture immuable, parla froidement. « Suggérez-vous que ma maison tolère le crime, monsieur Poirot ?»« Non, madame. Je dis que sa maison l'a recouvert, mais sans le vouloir. Les maisons ne mentent pas, seulement ceux qui y vivent. » Poirot se retourna lentement, les mains jointes sur son ventre. « Et c'est pourquoi aujourd'hui nous allons reconstituer ce qui s'est passé. »
un par un, dans l'ordre exact, parce que la vérité est déjà là. Il y a d'abord eu le colonel Worthing. Il marcha du fumoir jusqu'à la galerie, s'arrêtant à l'endroit où se trouvait le verre à cognac. Poirot l'observait en silence, marquant mentalement les angles. Basile répéta alors le parcours qu'il avait décrit, de la salle à manger à la galerie, en passant devant le miroir. « Arrêtez, dit Poirot. Vous voyez ce point-là? Il y avait une fibre de lin dans la fissure du cadre, un qui correspond. » À sa veste, Basilic pâlit. Je n'ai pas poussé Anthony, je le jure. Je viens de passer. J'ai entendu un bruit, et le miroir est tombé. Avant ou après la chute d'Anthony, Basile ne savait pas comment répondre. Poirot le laissa là, fixant son propre reflet brisé. Finalement, il a appelé Griggs. Le majordome hésita, mais se dirigea vers le même endroit que Basile. Poirot a montré un fragment de verre avec des empreintes digitales partielles. Ces empreintes sont récentes, visibles uniquement avec de la poussière d'amidon. Et ce ne sont pas ceux d'Anthony. Ils sont à vous, monsieur Griggs. Le visage du majordome se tordit. J'ai trouvé le miroir tordu il y a une semaine. Je l'ai poussé pour le centrer. Je n'ai rien dit. Cela ne semblait pas important. Poirot l'observa un instant, sans parler. Puis, il s'est tourné vers tout le monde. « C'est intéressant, quand vous mentez pour vous protéger de quelque chose de petit, sans savoir que ce petit mensonge vous relie à quelque chose d'immense. » Il laissa le silence peser comme une pierre tombale. Puis il dit d'une voix basse mais ferme, « Demain soir, la vérité éclatera, et cette maison n'aura nulle part où se cacher. » Chapitre 6. Les mots qui n'ont pas été dits. La nuit est tombée sur Manoir du solstice, avec un silence plus profond que d'habitude. Pas un hibou ne chantait dans la forêt, pas une branche ne craquait dans le vent. C'était comme si la nature elle-même s'était arrêtée pour attendre. Poirot resta dans sa chambre, debout devant le feu presque éteint, les mains jointes derrière le dos. Sur la petite table à côté de lui, les objets de la vitrine étaient toujours disposés avec la même rigueur géométrique. La bague de Lionel Ashcombe, le fragment de verre bombé, la copie du portrait, une feuille de papier vierge et une clé antique récemment découverte. Cette clé n'était pas dans la scène d'ouverture. Je l'avais trouvée quelques heures plus tôt, cachée à l'intérieur de la canne décorative d'Anthony Langridge, oubliée derrière le placard de la galerie. Une petite clé en fer forgé, sans étiquette. Une clé sans serrure, murmura Poirot. Ou peut-être un cadenas sans propriétaire. Il le mit dans sa poche juste au moment où quelqu'un frappa à la porte. « Vas-y, dit-il. » C'était le colonel Worthing. Il entra avec raideur, mais ses yeux exprimaient une certaine inquiétude. « Monsieur Poirot, puis-je vous parler un instant ?» Poirot l'invita à s'asseoir. Le colonel resta debout. « Je n'ai pas été entièrement honnête. La nuit du crime, je suis sorti un instant dans le jardin. J'avais une lettre. » De la part d'Antoine. « Une lettre ? Ouais. Il m'a demandé de le rencontrer pour une conversation privée. Il a dit qu'il savait quelque chose sur mes années à l'étranger. Quelque chose qui pourrait nuire à ma réputation si je ne coopérais pas avec une certaine entreprise. Je me suis senti indigné. Qu'a-t-il fait alors? J'ai refusé d'y aller.
J'ai brûlé la lettre. Je pensais que c'était juste un autre chantage. Je ne l'ai pas vu du tout cette nuit-là, jusqu'à ce que j'entende le cri. Poirot l'observait attentivement. Et cette lettre contenait-elle des détails précis? Juste des insinuations, mais suffisamment pour m'inquiéter. Croyez-moi, si je l'avais vue ce soir-là, j'aurais eu des mots très durs. Mais je ne l'ai pas touché, je le jure. Poirot hocha légèrement la tête. Merci pour votre franchise, colonel. Même si c'est tard, ça peut quand même être utile. Le colonel partit en silence. Poirot resta à nouveau seul, réfléchissant. Anthony Langridge, semble-t-il, n'a pas seulement tissé des symboles dans des portraits. Il a également tissé des menaces voilées, tiré des ficelles invisibles. Mais un maître chanteur ne menace pas ceux qui n'ont pas peur. Et Anthony semblait ne craindre personne. Sauf peut-être sa propre famille. À l'aube, Poirot parcourut à nouveau le couloir qui reliait la galerie à la bibliothèque. Cette fois, il avait la petite clé avec lui. Il s'arrêta devant un tableau accroché au mur, un tableau sombre, non signé, représentant une scène bucolique apparemment sans grâce. « Griggs, » appela-t-il, « pourriez-vous me dire ce qu'il y a derrière ce panneau ?» Le majordome le regarda avec perplexité. « C'est juste un mur, monsieur. » Poirot sourit poliment. « Viens avec moi, alors. » À l'aide d'un petit outil, Poirot a retiré le cadre. Derrière elle, une petite fissure révélait une boîte métallique encastrée avec une serrure qui correspondait parfaitement à la clé trouvée. « Voilà, » dit Poirot en l'ouvrant. À l'intérieur se trouvaient plusieurs papiers soigneusement pliés et une vieille photographie en noir et blanc. On y voit Lionel Ashcombe debout à côté d'un jeune homme qui, quand on y regarde de plus près, n'est autre qu'Anthony, beaucoup plus jeune qu'il n'aurait dû l'être à l'époque. Griggs pâlit. Ça n'a pas de sens. Poirot prit l'un des documents. C'était un certificat de naissance. Mais il le fait, monsieur Griggs, parce que ce document dit qu'Anthony Langridge n'était pas le fils de feu, monsieur Roland Langridge, comme tout le monde le croyait, mais de Lionel Ashcombe lui-même. Griggs s'appuya contre le mur. Mon Dieu! Une Vérité enfouie. Un héritier caché. Un miroir qui reflétait non seulement un visage, mais aussi une lignée méconnue. Peu de temps après, Poirot rassembla tout le monde dans la salle de musique. L'incendie s'est déclaré lorsque les suspects, un par un, sont entrés avec des expressions inquiètes. Cette fois, Poirot ne marchait pas parmi eux. Il s'assit, tel un juge invisible, et parla. J'ai découvert ce qu'Anthony Langridge essayait de cacher et de révéler en même temps. Sa mort n'était pas un acte d'impulsion ou de colère. C'était un crime destiné à protéger un mensonge trop gros pour survivre à la lumière du jour. Tout le monde le regardait, tendu. Poirot brandit le certificat de naissance. Anthony était un Ashcombe, pas un Langridge. Son existence en tant qu'héritier légitime mettait en danger la position des autres membres de la famille. Et s'il décidait de réclamer ce qui lui appartenait, Lady Eugénia plissa les yeux. Donc quelqu'un avait une raison de le faire taire. Pas quelqu'un, corrigea Poirot. Au moins 2 personnes. Quelqu'un qui avait peur de tout perdre. Et un autre qui connaissait la vérité et s'est laissé corrompre. Ses yeux se fixèrent sur le docteur Mott, puis à Griggs.
Je n'ai pas encore le test final, mais demain, nous l'aurons. Et alors, plus personne ne pourra se cacher derrière des miroirs brisés. Chapitre 7. Écho dans le sang. La nouvelle de la véritable filiation d'Anthony Langridge avait laissé Manoir du Solstice plongé dans une agitation silencieuse. Personne n'en parlait ouvertement, mais les visages en disaient plus que les mots. Lady Eugenia n'est pas descendue pour le petit déjeuner. Basil Fleet s'est enfermé dans la bibliothèque avec son carnet, comme s'il pouvait esquiver la vérité entre les lignes de fusain. Le colonel Worthing faisait les 100 pas dans la serre, faisant semblant de regarder les orchidées tout en serrant les poings derrière son dos. Et Griggs? Griggs évitait tout contact visuel. Seul Poirot semblait intact, avec son costume gris parfaitement brossé et sa moustache encore plus polie que d'habitude. À 11 heures, Poirot demanda à nouveau l'accès aux archives de la famille Langridge, que Lady Eugénie gardait sous clé dans le bureau principal. La vieille matriarche l'a accordé sans parler, avec un seul regard qui contenait des années de contrôle, et peut-être, pour la première fois, un soupçon de peur. La pièce était lambrissée de bois sombre, et le bureau en chêne ressemblait à un autel dédié à la mémoire familiale. Poirot, méticuleux comme toujours, examinait les documents avec des gants. Certificat de propriété, vieilles lettres, album photo. Finalement, il trouva ce qu'il cherchait. Une lettre jaunie, datée de 1897, signée par Lionel Ashcombe. C'était bref. À mon fils méconnu, je laisse la clé de son avenir. Un miroir ne peut cacher la vérité que jusqu'à ce que quelqu'un ose regarder de l'autre côté. Poirot ferma la lettre délicatement. « Un miroir », murmura-t-il. « Toujours le miroir. » Non pas comme un objet, mais comme un symbole, en guise d'avertissement. En quittant le bureau, Poirot rencontra Basil Fleet. Le jeune artiste avait un visage hagard, des cheveux ébouriffés et l'expression de quelqu'un accablé par plus que des remords. « Monsieur Poirot, puis-je vous parler, s'il vous plaît ?» Ils sont allés dans le petit salon. Basil s'assit, mais Poirot resta debout. « Je savais quelque chose, » commença Basil. « Il ne s'agit pas du crime, mais d'Anthony. » Il y a quelques semaines, il m'a demandé de modifier le portrait. Il a dit que c'était un test, une façon de laisser un indice à celui qui savait comment regarder. Quel indice? La bague, la pose et l'arrière-plan. Si vous regardez attentivement, il y a une silhouette floue derrière. C'est le reflet d'un deuxième homme, de dos, presque imperceptible. Anthony m'a dit « S'il m'arrive quelque chose, regarde qui est derrière moi. » Poirot se tendit légèrement. « Et... Tu l'as fait? Pas jusqu'à hier. » J'ai imprimé une copie haute résolution. C'est le majordome. C'est Griggs. Poirot ne semblait pas surpris. Il a simplement hoché la tête. « Merci, monsieur Fleet. Cela confirme ce que je soupçonnais déjà. Il l'a tué ?» Poirot leva la main. « Je vais vous dire ceci, monsieur. Griggs n'a pas agi seul. » Ce soir-là, Poirot rassembla tout le monde pour la dernière fois avant la révélation finale. Il a choisi la galerie partiellement restaurée, avec le cadre du miroir vide, toujours accroché, comme une plaie ouverte sur le mur. Il se tenait à côté du piédestal où se trouvait autrefois le miroir, tandis que les autres étaient assis en demi-cercle. « Mesdames et messieurs, commença-t-il d'une voix calme,
Cette maison a caché des secrets pendant des décennies. Mais comme tout miroir mal aligné, les fissures finissent par révéler ce que personne ne veut regarder. Il se tourna vers Lady Eugénia. « Madame, vous saviez qu'Antoine n'était pas le fils légitime de votre second mari, n'est-ce pas ?» Elle ferma les yeux un instant. « Je le savais depuis le début. Lionel me l'a avoué avant de mourir. Je voulais le cacher pour le bien du nom de famille. Et tu avais peur qu'Anthony réclame ce qui lui appartenait ? J'avais peur que cela détruise tout ce que je protégeais. Je l'ai élevé comme un Langridge. Et il m'a trahi. » Poirot hocha la tête sans dureté. Et Griggs était son complice. Le majordome s'avança, mais ne dit rien. Poirot continua. « Tu as vu Anthony cette nuit-là ? Je savais qu'il allait confronter Lady Eugénia avec la lettre et le portrait. Mais quelqu'un d'autre le savait aussi. Quelqu'un qui avait fait partie du passé et qui ne voulait pas que cela soit révélé. Poirot a sorti la vieille photo. Docteur Mott, pourriez-vous nous dire pourquoi vous apparaissez sur cette image, prise en 1899 ? Le docteur pâlit. Ce n'est pas possible, ça doit être une erreur. Ce n'est pas le cas. Tu étais très jeune à l'époque. Mais vous étiez aussi le fils illégitime de Lionel Ashcombe, n'est-ce pas ? Silence absolu. Poirot continua. Je ne voulais pas que l'on sache qu'Anthony n'était pas unique, qu'un autre héritier, encore plus caché, existait. Alors quand il a appris qu'Anthony avait découvert les dossiers secrets, il a décidé d'agir. Mott déglutit. Je ne l'ai pas tué, mais il l'a poussé. Non pas avec violence, mais avec ruse. Il l'a cité. Il lui a montré le portrait. Il l'a affronté. Et quand Anthony s'est retourné, tu l'as frappé avec ton monocle renforcé, conçu comme un instrument d'optique, mais aussi comme une arme. Il a ensuite laissé tomber le miroir sur son corps pour simuler un accident. Griggs a aidé à dissimuler les traces. Par loyauté ou par peur, Griggs murmura à peine. Je ne savais pas que j'allais le tuer. Je voulais juste aider Lady Eugénia. Poirot hocha la tête une dernière fois. Le miroir ne reflétait pas seulement un crime. Cela reflétait une vérité qu'aucun d'entre vous ne voulait accepter. Les mensonges hérités sont plus dangereux que ceux commis. Cette nuit-là, la police a emmené le docteur Mott. Griggs a été détenu comme complice passif. Dame Eugénie ne dit pas un mot. Il vient de rentrer dans sa serre et y est resté, parmi les orchidées muettes, jusqu'au petit matin. Poirot, partant avec sa valise et sa canne, regarda une dernière fois le cadre vide du miroir. « Ce n'est jamais le reflet qui tue, » murmura-t-il. « C'est la peur de ce que cela révèle. » Chapitre 8. La voix que personne n'a entendue. Le silence dans Manoir du Solstice était désormais d'une autre classe. Ce n'était plus la tension d'un secret caché, mais le calme qui suit une confession. Le docteur Mott avait été arrêté, sa silhouette traînait au milieu des échos d'une indignation contenue et de murmures qui n'osaient pas s'élever jusqu'à l'accusation. Griggs, le majordome, fut escorté hors de la maison sous la garde de la police locale dont l'arrivée matinale à l'aube avait traversé la brume comme un couteau dans du beurre. Lady Eugénie ne les a pas vus partir. Il n'est tout simplement pas venu. Poirot, cependant, ne partit pas immédiatement. Quelque chose
une sensation trop subtile pour être expliquée logiquement, le retenait. Il marchait dans les couloirs comme un médecin examinant un patient qui venait de subir une opération, s'assurant qu'il n'y avait pas de saignement caché. Et c'est précisément dans le hall principal qu'il s'arrêta à nouveau, les yeux fixés sur une photographie accrochée maladroitement sur une cheminée. Un portrait de famille poussiéreux montrant Anthony Langridge, adolescent, tenant un livre ouvert. Poirot s'approcha et le retira avec précaution. Derrière elle, comme si la maison lui parlait enfin, il trouva quelque chose d'inattendu. Une fissure dans le mur et à l'intérieur, un vieux magnétophone. Un de ces cylindres avec un petit bouton d'alimentation, encore taché d'encre. Poirot ferma la porte du hall et examina la machine avec la délicatesse d'un orfèvre. Alors que je tournais la poignée latérale et appuyais sur le bouton, un léger bourdonnement se fit entendre, suivi d'un crépitement, puis d'une voix. « Si Vous écoutez ça, je suis probablement déjà mort, dit la voix d'Anthony Langridge, d'un ton sec, sans la moindre trace de peur. Je ne peux faire confiance à personne. Mott le sait. Je ne sais pas comment il l'a découvert, mais il le sait. Il m'a montré la bague. Il m'a dit que nous partagions le même sang. Ma mère le savait depuis toujours, que je suis une erreur, qui doit être corrigée. Il a dit qu'il ne le ferait pas lui-même. Cela donnerait l'impression qu'il s'agit d'un accident. Je l'ai enregistré parce que je veux que quelqu'un, au moins une personne, sache que je ne suis pas tombé. Ils m'ont fait tomber, Le son s'est coupé brusquement. Poirot resta immobile pendant plusieurs secondes, comme si même ses cellules grises étaient silencieuses par respect. Puis, il prit une grande inspiration, éteignit l'enregistreur et le remit à sa place. Je ne le donnerai pas encore. Non pas pour cacher la justice, mais parce que quelque chose n'allait toujours pas. Quelques heures plus tard, Poirot apparut devant lady Eugénie. Elle était assise dans la serre, comme toujours, mais cette fois, sans gants, les mains sur les genoux, les ongles soigneusement limés sur l'un d'eux. « La matinée a été longue, monsieur Poirot, » dit-elle sans le regarder. « Et ce n'est pas encore fini, madame, » répondit-il calmement. « J'ai entendu la voix de ton neveu, enregistrée, une voix qui confirme ce que tu as nié jusqu'au bout. » Lady Eugénia n'était pas décontenancée. « Et que veux-tu que je dise? Que saviez-vous? » ?»« Oui, je le savais, et je ne l'ai pas arrêté. »« Mais je ne l'ai pas tué. »« Mais il n'a pas levé le petit doigt pour l'arrêter. » Je l'ai vu dans les yeux de Mott, ce jour-là, dans la galerie. La façon dont elle le regardait. C'est comme regarder un miroir qui montre ce que l'on était avant de se détester. Anthony était comme lui, arrogant, ambitieux, capable de détruire ce qui lui a donné naissance. Moi aussi. Je n'étais que le sol où la mauvaise graine avait été enterrée. Poirot regardait les lys derrière elle, en fleurs. « Curieuse, madame. Les orchidées ne fleurissent pas sans soin. Et pourtant, vous dites que vous laissez le chaos grandir, sans intervenir. » Lady Eugénia le regarda enfin. Ses yeux, toujours féroces, n'avaient pas de larmes. « Je suis intervenu, monsieur Poirot. Mais trop tard. Je n'ai pas souhaité sa mort. Juste son silence. Mott a poussé cela à l'extrême. » Poirot se leva doucement. « Ce qui n'est pas dit, madame, pèse plus que ce qui est crié. Les maisons comme celle-ci ne sont pas construites avec de la pierre,
mais avec des omissions. Au crépuscule, Poirot parla à Basil Fleet pour la dernière fois. Elle le trouva en train de rassembler ses affaires. Son carnet, encore plein de croquis, dépassait de la mallette. « Est-ce qu'il part, monsieur Fleet ?»« Je n'ai plus rien ici, monsieur Poirot. Le tableau que j'ai réalisé me semble maintenant être une tombe, une œuvre que j'ai moi-même contribué à construire sans le savoir. Tous les portraits ne sont pas des corps, monsieur. Certains sont vrais, et le vôtre a contribué à le révéler. » Basil soupira. « Et que vas-tu faire ?»« De l'enregistrement ?» Poirot sourit à peine. « Je te le remets. Mais pas encore. Tout d'abord, je voudrais savoir si quelqu'un d'autre l'écoutera de son plein gré. Pensez-vous que quelqu'un d'autre était impliqué ? Je le crois. Pas directement dans le crime, mais dans sa conception. Anthony en savait trop. Et vous n'écrivez pas un testament vocal pour un seul. » Ennemi Poirot regarda par la fenêtre vers l'horizon. Le brouillard se levait à nouveau, mais cette fois-ci il semblait moins dense. La voix que personne n'a entendue sera désormais entendue par tous. Chapitre 9. Le dernier invité. Le jour suivant s'est levé avec une clarté inhabituelle sur Manoir du Solstice. Le brouillard, pour la première fois depuis presque une semaine, s'était complètement dissipé. La lumière tombait sans entrave sur les vitres, comme si le ciel lui-même exigeait la transparence. Pour Hercule Poirot, ce n'était pas un signe divin mais un symptôme. Les secrets, lorsqu'ils perdent leur ombre, sont prêts à être déterrés. La police avait confirmé que le docteur Mott serait poursuivi pour meurtre prémédité avec suffisamment de preuves matérielles, le monocle modifié, les empreintes digitales partielles sur la base du miroir et maintenant l'enregistrement vocal. Griggs, en tant que complice mineur, subirait son propre sort, probablement plus clément. Lady Eugénie n'a pas été inculpée, mais elle n'a pas été exonérée non plus. Il y avait trop d'omissions dans son rôle pour éviter de la ternir moralement. Et pourtant, Poirot ne semblait pas satisfait. Il y avait une agitation qui le faisait bouger. En milieu de matinée, il est retourné à la bibliothèque et, après une brève conversation avec Basil Fleet, a demandé à inspecter le portrait original d'Anthony et non la reproduction. Basil le conduisit dans une petite pièce attenante qu'il avait utilisée comme studio de fortune pendant son séjour. « Le voici, monsieur, » dit-il en retirant un linge. « Je n'ai pas voulu le voir depuis que tout est arrivé. » Poirot le regarda en silence. Anthony Langridge posait sur son trône, symbolique, avec la bague, le livre, la main sur l'accoudoir du fauteuil, et derrière lui, presque imperceptible, la silhouette que Basil avait révélée, Griggs. « Tu es sûr que c'était Griggs ?» demanda Poirot. Basil hésita. Il s'approcha, ajusta la lampe, et entre la lumière et l'angle, la silhouette devint plus nette. Ce n'était pas Griggs, c'était le colonel Worthing. Poirot ne dit rien. Il fit un pas en arrière, joignit les mains et ferma les yeux pendant quelques secondes. « Merci, monsieur Fleet. » C'était tout. Quelques minutes plus tard, Poirot trouva le colonel Worthing dans le jardin. Le soldat, comme chaque matin, fit semblant d'observer les lys, mais cette fois sans le sang-froid des jours précédents. Sa moustache était moins raide. Son dos, légèrement voûté. « Colonel, » salua Poirot. « J'aimerais vous parler une dernière fois, si vous me le permettez. » À propos de quoi exactement ?
À propos de la nuit du crime. Et à propos de la lettre qu'il a dit avoir détruite, le colonel le regarda de côté. « Tu ne me crois pas sur parole ? Je pense qu'il a dit la vérité, à moitié. Qu'il a reçu une lettre, oui. Mais ce n'était pas une menace. C'était une invitation. » Le colonel n'a pas répondu. Anthony n'essayait pas de le faire chanter. Il cherchait à s'allier à vous. Il lui a offert des informations en échange d'une protection. Je savais que Mott préparait quelque chose. Et vous, colonel, étiez le seul à avoir une expérience militaire et le seul à connaître les passages secrets de cette maison. Worthing serra la mâchoire. « Que veux-tu dire, Poirot ? Que tu ne l'as pas tué. Mais je savais que quelqu'un le ferait. » Et il n'a rien fait pour l'arrêter. Le colonel resta longtemps silencieux. J'ai vu Mott monter l'escalier de service, avec des gants. Je serrai le poing et me tournai vers la fenêtre. Je n'ai pas entendu frapper. Juste le cri. Poirot hocha la tête. Et pourquoi est-il resté silencieux? Parce que je l'ai envoyé dans cette pièce. Poirot haussa un sourcil. Tu l'as envoyé? J'ai dit à Anthony que Mott voulait parler, que je devrais l'attendre là-bas. Je pensais que ce serait juste un échange tendu. Je n'avais pas imaginé... Mais cela a rendu les choses plus faciles, a ajouté Poirot. Parce qu'Anthony savait autre chose. Quelque chose à propos de toi. Worthing hocha lentement la tête. Je savais que j'étais aussi le fils illégitime de Lionel Ashcombe. Encore un. Une chaîne d'enfants non désirés, mais utiles. Il nous a trouvés, un par un. Je savais tout. Il a même dit qu'il voulait l'écrire. Publiez-le. L'héritage d'Ashcombe, l'héritage bâtard. C'était son titre, et ça lui faisait peur. J'étais gêné, mais je ne le détestais pas. Je ne voulais tout simplement pas le sauver. Poirot resta silencieux quelques instants. L'omission, colonel, est la plus élégante des lâchetés. Vous étiez le dernier invité au crime. Il ne l'a pas fait. Mais cela faisait partie du toast. Worthing baissa les yeux. Vas-tu raconter tout ça à la police? Je dirai la vérité, mais je les laisserai décider du degré de leur responsabilité. Vous portez déjà la pire sentence, savoir que vous êtes un témoin et non un protecteur. Ce soir-là, Poirot préparait son départ. Il fit ses adieux à Basile avec courtoisie, à Lady Eugénia avec une révérence et au colonel Worthing avec un long regard chargé de paroles non dites. Alors qu'il montait dans la voiture qui l'emmènerait au train, il jeta un dernier regard à Manoir du Solstice. Cela ne ressemblait plus à un palais de secret, mais à une maison en ruines intérieures. La lumière du coucher de soleil le faisait paraître plus petit, moins imposant, plus humain. À l'intérieur de sa mallette, Poirot conservait le portrait original d'Anthony Langridge. Le visage d'un homme qui en a trop vu, murmura-t-il, et il a tout laissé encadrer. Chapitre 10. L'héritage d'un silence. Le train serpentait à travers les champs brumeux du Devon, s'éloignant lentement de Manoir du Solstice. À l'intérieur du compartiment privé de première classe, Hercule Poirot était assis, les mains jointes sur sa canne, le visage serein, mais les yeux toujours brûlants d'une agitation intérieure. Il n'a pas regardé par la fenêtre. J'ai regardé à l'intérieur, là où les pièces du mystère tournaient encore, non pas par manque de solution,
mais à cause de l'écho moral de ce qui avait été résolu. Sur la petite table devant lui se trouvait un seul objet, le portrait original d'Anthony Langridge, désormais délicatement enroulé. À côté, l'enregistrement déjà joué, la bague de Lionel Ashcombe et la lettre retrouvée derrière le panneau caché. Des objets inertes, oui, mais chargés de mémoire. Avertissement. D'un crime qui avait été plus qu'un meurtre. Un Règlement de compte avec le passé. Poirot murmura pour lui-même. Les petites cellules grises. Ils peuvent résoudre le qui et le comment. Mais le pourquoi laisse toujours un goût amer. 3 jours plus tard, à Londres, Poirot remettait son rapport final à la police. Il contenait la chronologie précise des événements, la découverte de la lignée d'Anthony, la manipulation du portrait comme témoignage codé, l'implication de Griggs en tant que complice et la culpabilité principale de Mott en tant qu'auteur matériel. Il a également ajouté un addendum, la confession implicite du colonel Worthing et le silence intentionnel de Lady Eugenia. Les inspecteurs l'ont lu avec scepticisme au début, mais après avoir écouté l'enregistrement et observé les preuves matérielles, ils n'ont eu aucun doute. Des accusations seraient portées, des rapports seraient rédigés. E.T. Manoir du Solstice serait gravé dans les registres officiels ainsi que dans la mémoire familiale. Et pourtant, Poirot ne se sentait pas victorieux. Cet après-midi-là, il a reçu une lettre. Il n'y avait pas d'adresse de retour, mais l'écriture était ferme, élégante, presque militaire. Le contenu était bref. « Ne cherchez pas plus de justice que votre conscience ne peut en supporter, monsieur Poirot. Vous avez fait votre devoir. Nous, avec notre histoire. » Elle n'était pas signée, mais l'odeur de l'enveloppe avait une légère touche d'orchidée. Poirot ferma les yeux. Je n'avais besoin de rien d'autre. Quelques jours plus tard, Poirot visita une galerie discrète à Bloomsbury. Là, il a remis le portrait à un conservateur de confiance. « Vous voulez le vendre, monsieur Poirot ?» demanda l'homme en admirant le travail de Basil Fleet. « Non, je souhaite qu'il soit préservé, que cela soit gardé comme témoignage, pas d'une mort, mais d'un avertissement, un miroir peint de ce que nous sommes lorsque nous laissons le silence avoir plus de pouvoir que la vérité. » Le conservateur, confus mais respectueux, promit de prendre soin de lui. Poirot retourna à son appartement. La pluie tombait doucement sur les pavés de Londres, et ses pas, bien que lents, étaient fermes. Ce soir-là, assis dans son fauteuil près du feu, Poirot écrivit une brève réflexion dans son journal intime. La vérité n'est pas toujours claire. Parfois, cela révèle. Et ce qu'il révèle ne demande pas justice, il demande mémoire. Le miroir qui reflétait un autre n'était pas un objet. C'était la conscience de tous ceux qui regardaient et ne parlaient pas. Le crime a été commis par un seul homme, mais permis par plusieurs. Coupable? Oui. Des meurtriers? Pas tous. Mais tout le monde, absolument tout le monde, complice du silence. Il ferma son carnet, prit sa tasse de chocolat chaud et s'autorisa une pause. Pas à cause de la fatigue, mais par respect. L'esprit de Poirot ne se reposait jamais lorsqu'il résolvait un crime. Seulement, quand je l'ai compris, épilogue. L'écho des choses non dites. 1 mois s'était écoulé depuis les événements de Manoir du Solstice,
Mais dans l'esprit d'Hercule Poirot, l'affaire restait vivante, comme un tableau qu'on ne peut s'empêcher de regarder, car on sait qu'il cache un détail pas encore totalement compris. Ce n'était pas de l'insatisfaction, la résolution avait été logique, rigoureuse, complète, mais un sentiment plus éthéré, comme si quelque chose, un minuscule fragment de vérité, avait été piégé juste hors de portée. Un soir gris, Poirot reçut un visiteur inattendu, Basil Fleet, son manteau usé jusqu'à la corde et le regard toujours aussi fixe, s'est présenté sans rendez-vous. « Monsieur Poirot, je suis venu pour quelque chose que je n'ai pas pu oublier. » Poirot le fit entrer dans son salon. Le feu était allumé et une tasse de chocolat chaud fumait déjà, comme s'il ressentait le besoin de réconfort. Basil la rejeta avec un faible sourire. « Je ne suis pas venu par courtoisie. Je suis venu parce que quelque chose ne va pas. » Poirot l'observait attentivement. « Le portrait ?» Basil hocha la tête. « Ouais. J'ai regardé à nouveau mon travail. Non pas en tant qu'artiste, mais en tant que témoin. Et j'ai réalisé que quelque chose dans la scène n'avait pas été peint par moi. » Poirot fronça les sourcils. « Que veux-tu dire ?» Basil a sorti une enveloppe. À l'intérieur se trouvait une photographie du portrait prise avant qu'il ne soit soumis à la galerie. Il a pointé du doigt une ombre à l'arrière-plan. Cette silhouette derrière Anthony, je ne l'ai pas mis là, quelqu'un l'a ajouté. Après, et ce n'était pas Griggs, pas Worthing, même pas Mott. Poirot a pris la photo. Il fixait intensément la silhouette floue, presque imperceptible, au bord du cadre. « Alors, dit-il à voix basse, il y en a un quatrième. »« Exactement, confirma Basil, un quatrième observateur, qu'il n'a pas agi, cela ne s'est pas arrêté, qui n'a pas parlé non plus. » Poirot se leva lentement. Il se dirigea vers son bureau, où le registre des dossiers était enfermé. Il l'a ouvert. Il a parcouru la chronologie, les lettres, les confessions, l'enregistrement, les objets. Puis, il leva les yeux et, pendant un instant, il parut plus vieux que d'habitude. « J'ai échoué, » dit-il doucement. « Comme ? J'ai laissé le crime me guider, mais pas l'art. » Vous, monsieur Fleet, avez peint plus qu'un simple tableau. Il a peint une scène de l'âme, et je n'ai pas tout vu. Basil se pencha en avant. Qui d'autre était dans cette maison, Poirot? Un silence. Puis, très lentement, Poirot dit « Il y avait un autre invité. Pas sur la liste, pas dans les archives. Mais c'était là. Cela a été mentionné une fois dans une lettre déchirée. Une visite qu'Anthony attendait avec méfiance. Un cousin du Sud, exilé dans la... Honte, Basil ouvrit les yeux. Et je ne l'ai jamais remis en question, parce qu'il n'est jamais venu. Mais peut-être qu'il l'a fait avec un autre nom, un autre côté, peut-être même en tant que serviteur. Poirot retourna le portrait. Dans le coin inférieur, droit, presque imperceptible, se trouvait une signature en lettres tordues. Ce n'était pas celui de Basil Fleet, c'était celui de quelqu'un d'autre, un pseudonyme. L.A. Poirot pâlit. Lionel Ashcombe n'est pas mort seul, laissant derrière lui des enfants. Il a également laissé une dette de vengeance, une graine oubliée qui a germé sans que personne ne s'en aperçoive. Et qu'est-ce qui était là, à regarder? Quelques jours plus tard, Poirot retourna tranquillement dans le Devon. Visiter manoir du Solstice, maintenant fermé,
en cours de vente. Avec l'aide du nouveau garde du domaine, il a pu accéder à l'aile des domestiques. Dans une pièce poussiéreuse, il trouva un petit journal caché sous le plancher, signé par Lewis Ainsworth. Il racontait de la jalousie, de l'abandon et une promesse. Si Anthony hérite de tout, je paierai avec son reflet. Personne ne me verra, mais tout le monde verra ce qu'il cache. Je serai le miroir qu'ils n'oublieront pas. Poirot ferma lentement le carnet. Il s'appuya contre le mur. Le véritable tueur n'était pas Mott, pas directement. C'était un autre de ceux qui manipulaient dans l'ombre, utilisant Mott comme un pion et préparant le terrain pour que le scénario soit considéré comme résolu. Tout sauf le tableau. Ce soir-là, de retour à Londres, Poirot retourna à son fauteuil. Le feu crépitait. Il ouvrit une nouvelle page de son journal et écrivit « Parfois, la réflexion finale survient, alors que nous avons déjà quitté la pièce. Le crime était une symphonie de silence, une chorégraphie d'omission. Mott a poussé. Mais quelqu'un d'autre a conçu la scène. Tous les meurtriers ne tuent pas avec leurs mains. Certains tuent avec leurs yeux, avec l'art, avec une Ligne invisible au bord de la toile. Et ceux-là sont les plus difficiles à voir. Il a fermé le cahier. Cette fois, l'affaire était vraiment terminée. Postface. L'homme qui peignait sans visage. Quelques jours après sa découverte finale en manoir du Solstice, Hercule Poirot était assis dans son studio londonien, entouré du murmure étouffé de la ville qui filtrait à travers les fenêtres fermées. Devant lui, sur la table en chêne, se trouvaient 3 objets: le journal de Lewis Ainsworth, le portrait signé des initiales L.A. et un dossier contenant des documents récemment reçus du bureau d'enregistrement du Devon. Avec le calme de quelqu'un qui dissèque une fleur vénéneuse, Poirot lut à voix basse « Lewis Ainsworth, né en 1880. Fils illégitime de Lionel Ashcombe et d'une femme de chambre locale. Il est connu pour avoir brièvement étudié la peinture à Marseille, avant de retourner en Angleterre sous une identité modifiée. Localisation inconnue depuis 1909. Un fantôme, en effet. Un homme qui a vécu en marge du nom de famille Ashcombe, alimenté par le ressentiment et l'art. Un peintre jamais vu, mais qui a atteint sa visibilité finale sous la forme d'une signature presque imperceptible. Poirot s'adossa à sa chaise. Un tueur invisible, un reflet dans un autre reflet, la forme la plus pure du crime est celle qui reste intacte. Le lendemain, Poirot demanda une audience avec l'inspecteur Howard de Scotland Yard. Dans le bureau de l'inspecteur, il a remis le carnet d'Ainsworth, la preuve finale. Vous ne cherchez pas à vous venger légalement, n'est-ce pas, Poirot? Howard a demandé après avoir lu quelques passages. Non, parce qu'Ainsworth n'est plus là. Son corps n'a jamais été retrouvé. Mais le journal suggère sa fin. Poirot ouvrit une page où Lewis Ainsworth écrivait « Une fois la réflexion faite, je disparaîtrai comme la brume à l'aube. Je ne laisserai aucun jugement. Je ne laisserai aucune ombre. » Je pense qu'il s'est suicidé, dit Poirot en soupirant. Peut-être sur la côte, peut-être dans les bois derrière le manoir. Mais l'essentiel n'est pas son corps. C'est son travail.
Le meurtre était sa signature finale. Howard ferma le journal d'un geste pensif. « Alors, que devrions-nous faire avec ça? Classez-le, dit Poirot. Mais ne le révélez pas publiquement. Toute la vérité ne protégera pas les vivants. Cela ne fera que tacher encore plus les morts. » Howard hocha la tête. « Et Lady Eugénia ? Tu n'as pas besoin de savoir. Elle vit déjà avec suffisamment de fantômes. » Quelques jours plus tard, Poirot visita à nouveau la galerie de Bloomsbury. Là, dans une pièce latérale, où peu de visiteurs entraient, était accroché le portrait d'Anthony Langridge. Il avait été rédigé sans mention du scandale, sans signature, juste une date et le titre que Poirot avait personnellement demandé, Le Reflet, qui n'était pas lui. Il regarda le tableau pendant longtemps. Un visiteur, un vieil homme, s'est approché de lui. « Connaissiez-vous le jeune homme représenté ?» Poirot sourit gentiment. « Disons simplement que j'ai résolu votre dernier message. Ça a l'air vivant, non ?» Poirot hocha la tête. Trop. Parfois les morts parlent encore. Mais ils le font à voix basse. Ce soir-là, de retour à Whitehaven Mansion, Poirot dîna seul. Une soupe claire, du pain grillé et un verre d'eau avec du citron. Rien d'autre. Puis il s'assit avec son journal et écrivit. Il s'agissait d'un crime sans sang visible, un meurtre par héritage, des symboles, de mots non prononcés. Anthony Langridge est mort aux mains de Mott, mais aussi aux mains d'une histoire méconnue. Lewis Ainsworth était son bourreau silencieux. Il l'a placé devant le miroir et l'a laissé là, piégé dans une image que personne n'a comprise jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Ce qui est peint sans nom crie parfois plus fort que ce qui est signé à l'encre. Poirot ferma le journal d'un geste solennel. Puis il a allumé la radio. Un nocturne de Chopin était joué. Pour la première fois depuis des semaines, elle s'autorisa à fermer les yeux et à se reposer. L'affaire était terminée. Pas avec une arrestation, pas avec un coup de feu, pas avec une confession publique, mais avec une ligne presque invisible. Et cela, pour Poirot, était la résolution la plus dérangeante de toutes. Addenda, le carnet des derniers mots. Une semaine après la clôture officielle de l'affaire, et alors que la galerie Bloomsbury recevait des visiteurs intrigués par le désormais célèbre portrait sans auteur, un petit colis arriva à l'appartement d'Hercule Poirot. Il n'y avait pas d'expéditeur clair, juste les initiales BF tamponnées à l'encre bleue au dos. Le détective, curieux, l'ouvrit avec une précision chirurgicale. À l'intérieur, il trouva un carnet à couverture rigide, relié en cuir marron. C'était le carnet personnel de Basil Fleet. Une note l'accompagnait. « Monsieur Poirot, je vous laisse cela non pas comme preuve, mais comme témoignage. J'aurais voulu le terminer avec des mots, mais les images m'ont abandonné. Ce carnet contient mes impressions, les jours que j'ai vécus à Solstice Manor et ce que je crois avoir vu entre les fissures du miroir. Peut-être que vous savez quoi. Faire avec tout ça, avec respect. » Basil F. Poirot posa le carnet sur son bureau et, après avoir préparé une tasse de thé fumant, commença à lire. Les premières pages étaient désorganisées, comme si Basil avait écrit sous l'influence de l'anxiété plutôt que de la méthode. Mais au fur et à mesure que le projet progressait,
les entrées devenaient plus claires. Des observations pointues, voire artistiques, des fragments comme des coups de pinceau lâches d'une vérité encore à former. Jour 2. Anthony m'a dit que son reflet changeait lorsqu'il était seul. Je pensais qu'il parlait par métaphore. Mais en regardant le miroir de la galerie sous un certain angle, j'ai juré avoir vu une ombre qui n'était pas la sienne. Jour 3. Griggs a nettoyé quelque chose sur le cadre du miroir et s'est arrêté. Il semblait nerveux. Quand je me suis approché, il s'est éloigné sans dire un mot. Il y avait quelque chose sous le cadre, une gravure ou un symbole. Je ne pouvais pas le voir. Poirot prit mentalement note de vérifier le cadre restauré dans la galerie. Jour 4. Pendant le dîner, j'ai remarqué que Worthing ne mangeait pas. Il regarda Anthony comme s'il l'avait déjà enterré. Mott, de son côté, a continué la conversation, mais il a continué à surveiller les mouvements de chacun. Poirot continua, s'arrêtant sur une page presque illisible, écrite à l'encre tachée. Là, Basile avait dessiné un visage. Pas avec Précision, mais avec intention. Un profil. Nez aquilin. Menton anguleux. Ce n'était pas Anthony, pas Worthing, même pas Mott, pas même lui-même. C'était un autre homme, un visage méconnu. Sous le dessin, une seule ligne, le véritable tueur n'a jamais été vu, seulement reflété. Poirot ferma lentement le carnet. Plus tard dans la journée, Poirot a discrètement téléphoné à la galerie. Il a demandé à voir le cadre original du portrait, celui que Basile avait donné et qui a été remplacé plus tard pour des raisons de conservation. Avec un rendez-vous prévu pour l'après-midi suivant, Poirot est arrivé avec sa canne et une lampe de poche portable. Dans la salle de restauration, le cadre était sur une table, recouvert d'un tissu blanc. Annexe finale, le miroir qui attend. encore. Des semaines passèrent sans que Poirot ne dise un seul mot sur l'affaire dans ses réunions habituelles de salon ou parmi ses contacts professionnels. Lorsqu'on lui a demandé la question du portrait, il hocha simplement la tête d'un geste ambigu entre satisfaction et fatigue. Mais à l'intérieur de lui, l'histoire ne s'était pas terminée avec la dernière page, ni avec le journal de Lewis Ainsworth, ni avec le carnet de Basil Fleet. Il y avait quelque chose qui le dérangeait. Ce n'est pas une incohérence, ce n'est pas une erreur, mais une absence, une figure, un geste, un acteur invisible. Un soir de mars, Poirot reçut un bref télégramme de Bruxelles. Il vient d'une librairie d'antiquités, un lot de livres d'occasion, provenant d'un don anonyme, avait été trié et dans l'un d'eux, une édition française de la psychologie du regard. Une note manuscrite en anglais a été retrouvée. La signature, L.A. Poirot s'habilla immédiatement. Il a pris sa petite valise. Dans le train en direction du continent, il feuilleta à nouveau ses notes de journal. Il revenait toujours au même paragraphe. Tous les meurtriers ne tuent pas avec leurs mains. Certains le font avec un encadrement, avec le vide, avec l'écart qu'ils laissent quand ils partent, juste avant d'être vus. À Bruxelles, la librairie, l'huile cachée. Il était caché dans une ruelle entre deux cafés que personne ne fréquentait plus. Poirot fut accueilli par un jeune archiviste, aux lunettes épaisses et aux manières polies. « Monsieur Poirot, je vous attendais. Voici le livre. » C'était une copie sans valeur marchande.
Les feuilles sont détachées. L'encre a coulé. Mais là, entre les pages 42 et 43, écrites d'une écriture ferme et penchée, se trouvait la note pour celui qui continue à chercher. Un crime ne prend jamais fin si son témoin n'est pas effacé. Je suis parti, mais le miroir n'a pas été complètement brisé. C'est peut-être mieux ainsi, et là, Poirot s'adossa au fauteuil en velours près du comptoir. Le miroir n'est pas complètement brisé. Que voulait dire Ainsworth? Ce n'était pas une menace, pas une seule confession. C'était une provocation. Encore un écho. De retour à Londres, Poirot revisite la galerie de Bloomsbury. Cette fois, il n'a pas demandé à parler au conservateur. Il a simplement traversé les pièces jusqu'à ce qu'il atteigne le coin où le portrait était accroché. Mais ce n'était pas la même chose, c'était une copie. « Qu'est-il arrivé à l'original » demanda-t-il au gardien de sécurité. « Il a été retiré sur ordre des archives centrales, monsieur. Apparemment, il y avait une défaillance structurelle dans l'ancien cadre. Quelque chose à propos de l'humidité. Ils l'ont emporté pour le conserver, même si je n'ai vu aucun conservateur habituel ce jour-là. » Poirot pâlit. « Et qui a autorisé ça ?»« Je ne sais pas avec certitude. Un homme élégant. Il portait des gants. Il signait A. Lemoine. Ce nom. Lemoine. Poirot l'avait déjà vu. Dans un faux passeport retrouvé parmi les papiers de Lionel Ashcombe. Un nom utilisé dans au moins 2 fausses identités associées à des enfants non reconnus. Ainsworth, ou quelqu'un comme lui, murmura-t-il. Le miroir n'est pas complètement brisé, parce que quelqu'un le tient encore. Ce soir-là, Poirot reçut une enveloppe. Pas de cachet de la poste. Non signé. À l'intérieur, une carte postale avec une image en noir et blanc. Le portrait original d'Antoine. Mais cette fois, avec un nouveau détail. En arrière-plan, dans le coin supérieur gauche, une deuxième figure réfléchie, un visage souriant, avec un pinceau à la main. Poirot l'examina pendant plusieurs longues minutes. Puis, il le plaça sur la cheminée, devant le feu. Il ferma les yeux. Certaines affaires ne finissent jamais. Elles s'effacent comme un rideau de velours. Mais la scène continue. Et si vous tendez l'oreille, vous entendez des pas, l'écho de quelqu'un qui revient. Cette fois, je ne fermerai plus le miroir. Avec sa plume, Poirot a écrit la dernière. Entrée de son journal de bord. Le tueur a été identifié. Le complice a été révélé. L'auteur continue de peindre. Parce qu'il y a des crimes qui ne sont pas un acte, ils sont une signature qui écrit encore. Il a fermé le cahier. La lampe vacillait. La nuit était claire. Et quelque part, peut-être dans une autre ville, un autre miroir attendait d'être accroché. Chapitre final. Le silence sous la vitre. Pendant des semaines, l'image du portrait modifié, avec le nouveau visage reflété dans le coin supérieur, avait hanté Hercule Poirot avec la persistance d'une mélodie incomplète. Ce visage, inconnu souriant à distance voilée, n'appartenait pas à Anthony Langridge, ni à aucun des suspects identifiés. C'était le spectre final d'un crime dont la symétrie, jusqu'alors parfaite, contenait désormais une note dissonante. Poirot
savait que le crime était résolu pour le monde extérieur. Mott avait été poursuivi, Worthing avait avoué sa complicité passive, Lady Eugénie s'était retirée du monde social et la figure d'Anthony Langridge était devenue un avertissement tragique. Mais pour Poirot, l'affaire avait encore une petite fenêtre ouverte. Et c'était ce sourire peint en silence que personne n'avait vu placer là. Un soir, sous l'épais brouillard de la Tamise, Poirot rencontre Basil Fleet une dernière fois. Il l'invita dans une salle privée de l'Athenaeum Club et plaça sur la table la photographie du portrait original, la signature de Lewis Ainsworth et la carte postale anonyme avec le nouveau visage. « Monsieur Fleet, » commença Poirot, « ce tableau n'a pas été peint par vous et pourtant il porte votre cadre. » « Comment est-ce possible ?» Basilic avala. « Je n'ai jamais autorisé la reproduction. Après avoir rendu l'original, je ne savais pas ce qu'ils en faisaient. Mais je reconnais ce coup de pinceau. Je l'ai déjà vu. » Où ? Basile se pencha sur la table. « Dans un vieux tableau. Durant mes études à Marseille. Il y avait une signature similaire. L.A. Je pensais que c'était une coïncidence. » Mais la technique, l'ombre sans ligne, l'utilisation de l'ocre comme sous-ton, était identique. Poirot le regarda intensément. « Et qui t'a montré ce tableau ?»« Un restaurateur. Il s'appelait Auguste Lemoine. » Poirot se pencha en arrière, sur son siège, ferma les yeux et poussa un soupir. Le cercle s'était fermé. Lemoine, le nom utilisé par l'homme qui a retiré le portrait de la galerie. Un pseudonyme utilisé par au moins 3 générations d'Ashcombes illégitimes. C'était une signature héritée autant que la lignée. Ce n'était donc pas seulement Ainsworth, murmura Poirot. C'était un héritage, un réseau secret d'enfants non reconnus, tous élevés en marge, dans l'ombre. Une lignée cachée qui a décidé, symboliquement, de signer la fin de l'arbre depuis son reflet le plus illégitime. La révélation finale est arrivée dans une lettre, quelques semaines plus tard. Il a été remis en main propre sans expéditeur dans une enveloppe gris pâle. À l'intérieur, une seule page écrite au stylo plume. « Monsieur Poirot, le miroir n'est plus nécessaire. » Anthony n'était qu'un des nombreux à avoir grandi. Avec un nom de famille emprunté et un reflet volé. Il voulait le crasser. Je viens juste d'aider à le raccrocher. Les coupables, comme vous l'avez dit, ont déjà été jugés. Mon rôle était autre. Rappeler à tous que la lignée ne s'arrête jamais avec le sang. Tu étais juste. Je vous laisse donc l'original. Dans une pièce sans nom, vous le trouverez. Al Poirot a compris. À une vieille adresse dans le Devon, dans le cottage abandonné qui avait appartenu à Lionel Ashcombe avant son mariage avec Lady Eugénie, Poirot trouva la pièce fermée à clé. Là, sur un chevalet couvert, se trouvait le portrait. Mais cette fois, ce n'était pas celui d'Anthony. Il appartenait à tout le monde, une composition de groupe, inachevée mais précise, où les visages de Worthing, Mott, Basil, Griggs et même Lady Eugénia s'entrelacent comme des couches sur un fond de miroir brisé. Et au centre, les yeux fermés et la bague de Lionel brillant discrètement à son doigt, se trouvait A.L. Auguste Lemoine, Lewis Ainsworth, ou celui qui signait l'acte final. Pas avec du sang,
mais avec un pinceau. Poirot resta silencieux, et après plusieurs minutes, il sourit. À peine. Le crime a été résolu, mais l'histoire a été peinte. Cette nuit-là, de retour à Londres, Poirot ferma le journal de l'affaire avec un ruban rouge. Et sur sa dernière page, il a écrit « Certains meurtres sont commis avec du poison, d'autres avec un couteau. Cela a été commis avec une signature et scellé avec un sourire. » Il a éteint la lampe, l'affaire était enfin terminée.